Les gars, la porte, s'il vous plaît. Je m'en vais. Bonsoir. Le ministre de l'Enseignement supérieur suspend de façon temporaire en 2016 de ses fonctions pour une durée de 4 ans le professeur Jean Baïbek, maître de conférence, enseignant à la faculté de sciences, à la faculté de médecine et de sciences biomédicales à l'université de Yaoundé 1 pour insubordination et comportement violent. À l'époque, l'affaire fait grand bruit et la presse s'en saisit, nous aussi. À la suite de cette décision, nous invitons les protagonistes de cette histoire. D'une part, le professeur Aurélien Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1, président du conseil de discipline de la dite université, qui avait initié la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction ci-dessus mentionnée. D'autre part, le professeur Jean Baïbek. Après l'accord des deux parties, l'émission est programmée en direct pour le jeudi 16 juin 2016. Prétestant un contretemps professionnel, Aurélien Soso s'excuse et délègue le professeur Bob Oyono de regretter mémoire pour le représenter. Bob Oyono, à l'époque des faits, était chef du département de la faculté de médecine et des sciences biomédicales à l'université de Yaoundé 1. En face, Jean Baïbek oppose une fin de non-recevoir et exige la présence du recteur en personne sur le plateau. L'émission est réalisée avec le seul représentant de l'université de Yaoundé 1. À la fin du programme, Jean Baïbek nous saisit pour marquer sa désapprobation et demande un droit de réponse. Entre-temps, la justice également est saisie et l'affaire est enrôlée. Dès lors, pour ces raisons, l'émission ne peut donc recevoir à nouveau les deux protagonistes, ou du moins le droit de réponse du professeur Baïbek. Entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts, la justice a rendu ses décisions et ce soir on en parlera longuement. Bête politique redoutée, chef du service des urgences chirurgicales et du service de traumatologie et orthopédie à l'hôpital central de Yaoundé, Jean Baïbek est donc notre hôte. En Afrique centrale, il est l'unique chirurgien orthopédiste, par ailleurs médecin et enseignant chevronné à la réputation outre-Atlantique vraiment reconnue. Jean Baïbek est aussi écrivain prolifique sous la forme d'un droit de réponse donc. Nous espérons avoir des clarifications sur certains points évoqué lors de l'émission de juin 2016. Mais parce que c'est aussi un homme politique, si le temps nous le permet, nous aborderons quelques aspects liés à l'actualité nationale en cette veille de célébration de l'unité nationale marquée par la crise anglophone au cœur d'une année électorale. Professeur Jean Baïbek, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les compatriotes qui nous regardent de part et d'autre au Cameroun et même dans le monde. Je dois d'abord adresser toute ma gratitude à votre personne propre et aussi à la direction de votre média qui a bien voulu, si vous voulez, recevoir ma requête de droit de réponse. Vraiment, merci pour cette courtoisie. Merci également de vous être prêté au jeu de la démocratie qui montre une fois de plus que nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand peuple. Je disais ça cet après-midi à une grande sœur médecin. On se voit à la gare routière. Elle me dit, Baïbek, je peux vivre aux États-Unis, tous mes enfants sont là-bas. Mais qu'est-ce qui me retient dans ce foutu pays? Je lui ai dit, Charlotte, mais parce que le Cameroun est un pays merveilleux. En plus, tu as la fibre nationaliste. Donc, merci beaucoup. Je dois d'abord corriger une chose. Le Cameroun compte depuis quelque peu près de 40 orthopédistes. Je ne suis pas le seul. Ce n'est pas celle-là que j'ai fait l'unicité. D'accord. J'ai fait l'unicité parce que pendant longtemps, j'ai été le premier agrégé. Okay. Et l'unique agrégé. Mais depuis 2016, on a agrégé le deuxième agrégé camerounais en chirurgie orthopédique en la personne du professeur Ibrahima Farikou. À l'occasion du concours d'agrégation, du dernier concours d'agrégation du CAMES, qui a lieu au Cameroun. Okay. Donc nous sommes déjà 40 orthopédistes, je dois le dire, parce que la moitié c'est mes élèves. Et ce n'est pas bien qu'on croit que je continue à dire que je suis seul. Je n'ai jamais été seul. Mais j'ai été seul professeur de chirurgie orthopédique et maintenant nous sommes deux. Ben, je suis également très heureux évidemment de vous recevoir. Vous voyez qu'il n'y a aucun malentendu. Et c'est d'ailleurs, je l'espère,
sous cet aspect jovial qu'on va conduire cette émission, parce que véritablement c'est d'abord pour l'information de nos téléspectateurs et évidemment la clarté de la véracité des faits. Cela dit, la justice est saisie de cette affaire. Peut-être avant de rentrer point par point sur les quelques éléments sur lesquels vous voulez revenir, quelle a été la décision dernière de la justice camerounaise dans les tribunaux de Foundi? La dernière décision de la justice camerounaise portait en fait sur un pourvoi qui était un sursis à exécution contre le docteur Nké, l'assistant de philosophie, que l'on avait suspendu dans le même jour dans un conseil disciplinaire. En fait, une façon de diluer pour que ça ne se voit pas que j'étais seul, c'était grossier. On a inculpé faussément et grossièrement le docteur Nké. On l'a suspendu faussement et injustement. Évidemment, comme avant lui, 4 résidents, c'est-à-dire des médecins en cycle de spécialisation en chirurgie orthopédique, avaient été également injustement suspendus pour des raisons éthiques. Parce qu'ils étaient des dégâts collatéraux. En fait, c'est moi qui étais visé. J'ai entrepris, j'ai pris sur mon dos de supporter toute leur défense. Je dois dire que j'ai supporté 80%. C'est moi qui ai défendu tout le groupe. Et dans ma stratégie de défense, j'ai fait comme un éléphant. J'ai défendu d'abord les plus petits, les résidents. Ils ont gagné tous leurs procès. Les 4 procès de succès à exécution ont été gagnés. Ils ont repris l'école par la force du droit, malgré le dilatoire et la contradiction féroce du rectorat. Ils ont gagné et ils ont repris l'école. Ils sont à eux-mêmes parce que je ne suis plus là, mais bon, ils ont repris dans le principe. Ensuite, le docteur Nké a gagné également, on a gagné ce procès. C'est pourquoi je parle de 7 procès gagnés sur 9 décisions. On a gagné tout. Et puis donc, le docteur Nké qui a gagné, le MINUSUP s'est pourvu en cassation. Encore mauvais conseil du rectorat. Car le MINUSUP s'est pourvu en cassation à la Cour suprême. La Cour suprême a confirmé la décision du tribunal administratif. Maintenant, pour exécuter, là, il n'y a plus de recours. C'est le dernier niveau. Pour exécuter, les gens se sont mis à tourner en rond. En réalité, dans cette affaire, le MINUSUP a commencé à tourner en rond, le recteur tournait en rond, le doyen de la facture de l'air a commencé à tourner en rond, le ministre des Finances s'est mis à tourner. Et voici ce que dit la loi. Lorsqu'un homme d'État refuse d'exécuter une décision de justice qui est arrivée au point de non-recours, on l'attaque tutti personne. C'est-à-dire que maintenant le procès est celui de contre l'homme Famen Dongo, l'homme Alamine Ousmane Mey, l'homme Lucien Aïssi, l'homme Maurice Aurélien Sousso, leur avocat, l'homme Abane Ngolo, et la dame qui n'a pas exécuté, a contribué à ne pas exécuter la remise donc en solde, Madame Bok. Ils sont donc 7 inculpés au tribunal du premier degré de Yaoundé. En réalité, c'est un procès très dangereux. Parce que cette fois-ci, les 7 individus s'opposent à la plus haute juridiction du berceau de nos ancêtres, la Cour suprême. On n'a jamais vu ça. C'est donc le procès. Il est passé une fois. Et là, les magistrats ont demandé ce qu'on demande toujours. La consignation et l'identification. Qui repasse le 12 juin. On ne sait pas comment M. Soso fait pour enliser 2 ministres, un recteur et lui-même, un doyen et lui-même, dans un terrible bourbier judiciaire dont le pire est de s'opposer à la Cour suprême de la République. Alors, venons-en, peut-être pas à pas,
à la procédure qui a conduit à votre suspension, et peut-être dégâts collatéraux obligent, à ceux dont vous venez de citer. Commençons par le cadre juridique du conseil de discipline de l'université de Yaoundé qui a balisé cette suspension-là. Alors, cette instance, comment est-elle constituée? Comment fonctionne-t-elle? Qui en sont les membres? Quel est son niveau de décision en termes évidemment de pénalité, de sanction, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ou alors, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Non, le cadre juridique que l'on a déroulé ici même, il y a 2 ans, le 16 juin, était juste. C'est la loi de 96 du 19 janvier, qui n'est pas une loi, qui est un texte réglementaire qui régit l'université. Le problème de ce texte, c'est que le rectorat l'a copieusement et grossièrement violé dans ses articles essentiels. L'article essentiel, l'article numéro 56, dit à son alinéa 3 que pendant l'instruction, l'accusé reçoit la notification des faits qui lui sont reprochés, ainsi que les sanctions accourues. Vous n'avez jamais été notifié. Lorsque le 14 avril, le professeur Pondi, qui est le greffier, me reçoit, parce qu'il veut instruire le conseil de discipline, je le lui dis. Que bon, première chose, j'espérais avoir la notification. Il n'y a pas la notification. Je suis grossièrement étonné. Est-ce que le recteur n'a pas lu le texte? Ou bien il ne sait pas ce que c'est qu'une notification? Je lui dis que je vous conseille sa prof. Malgré tout, on est des profs, on est des collègues. Absolument. Comme notifié, pour moi, veut dire écrit. Il n'a pas écrit. Dis-moi alors verbalement. Parce qu'on peut se tutoyer. Absolument. Dis-moi verbalement. Il t'a au moins dit les faits qu'il me reproche. Et Jean-Emmanuel est perdu. Il ne t'a même pas dit comportement violent, atteinte à l'éthique, insubordination. Je lui rappelle que les faits sont comme le péché. C'est une parole, une action ou une omission. Dis-moi ce que j'ai dit, ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Et surtout, tu dois le situer dans l'espace, c'était où, et dans le temps, c'était quand. C'est ça un fait justiciable. Absolument. Jean-Emmanuel est muet comme une carte. Il me dit, on ne m'a pas dit. Je dis, oui. Je te fais une 3e concession maintenant, Jean-Emmanuel. Je n'entre pas dans la matière s'il n'y a pas ça. Mais le compromis entre toi et moi, c'est que il peut t'envoyer un SMS ou téléphoner là. Je dis, le compromis, c'est que je te donne 2 semaines, apporte-moi les faits pour que j'entre dans la matière. Sinon, je n'entre pas. Voilà la conclusion qu'on tire le 19 avril. Quand je tourne le dos, j'ai la réponse de Jean ici. Il m'envoie un brouillon, j'ai le brouillon ici. Il m'envoie un brouillon que je vais vous donner. Vous allez me dire si c'est une notification, si on peut appeler ça une notification, qui n'a ni en tête, on ne connaît pas l'auteur, on voit que c'est adressé à Baïbek, et ce n'est pas les faits, c'est les questions. Vous m'accusez, et dites-moi ce que vous m'accusez. Vous ne me dites pas de vous rappeler les choses dont vous vous souvenez vaguement. Entre-temps, quand je lui réponds comme ça, il me fait une 2e convocation. Et dans la convocation, il m'accuse de n'avoir pas répondu à ces questions. Mon avocat lui a répondu. L'avocat lui a dit, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Donnez les faits. Et si vous ne donnez pas les faits, on ne va pas entrer en matière. C'est-à-dire qu'à la 2e convocation, on est déjà en mai, le 17 mai.
le greffier Jean-Emmanuel ment. Il dit que j'ai refusé de répondre à ces questions le premier jour. Oh, j'ai répondu. Ah, professeur, Oui. permettez, vous allez poursuivre. Oui. Mais je voudrais demander, comme dans un petit coup de main, parce qu'évidemment, les règles ne veulent pas qu'on entre en studio avec le téléphone. Mais puisqu'il y a des personnes qui sont indexées, interpellées dans le cadre de ce droit de réponse, je vais demander qu'on me donne mon téléphone. Je pense que certains l'ont ce numéro, s'ils veulent nous joindre, apporter des précisions, des contradictions ou des compléments d'information, ils pourront le faire à travers mon numéro de téléphone. Donc, je souhaite vraiment que qu'on puisse me passer mon téléphone. Merci, merci, hein, il est juste à côté. Alors, je précise également qu'on m'a donné un document, mais je ne peux pas non plus le lire. Parce que je l'ai pas authentifié. Je note quand même que c'est écrit « Question à poser au professeur Baïbek ». Est-ce que c'est ça une notification? Et au fond, à la place du signataire, c'est écrit « Le greffier du conseil de discipline de l'université de Yaoundé 1, professeur Jean-Emmanuel Pondy ». Alors, Tout au plus, c'est ce que je lirai, sous réserve d'une authentification qui pourrait être faite. Donc, je vous donne exactement ce que dit le texte. voilà. L'article 53, l'article 56, alinéa 3, lisez. Et dites-moi si ça c'est une notification, si pour vous ça c'est une notification. Dans le fond. Bon, que je lise à les références, décret numéro 93, base 027 du 19 janvier 93 portant disposition commune aux universités. Alors vous avez dit article 56. Article 56, alinéa 3. Article 56.3, pendant l'instruction, le mis en cause doit être appelé et s'il se présente entendu, les faits exacts qui lui sont reprochés doivent être notifiés ainsi que là où les sanctions qu'il est envisagé de prendre contre lui. Est-ce que pour vous, ce brouillon-là est une notification? Ben, je reçois vos droits de réponse et ne m'impliquez pas dans votre problème. Voilà. Donc, Voilà le chiffon que Jean-Emmanuel m'envoie. Pour lui, ça c'est une notification, c'est trop grave. Parce que Jean-Emmanuel, à ce moment-là, est la troisième personne de l'université. Est-ce que si le recteur, qui est un médecin, même s'il a 25 ans d'administration, on ne peut pas imaginer qu'à 25 ans d'administration, on ne sait pas ce que c'est qu'une notification. Ok, mais comme c'est un médecin, on va dire qu'on croit comme ça. Mais Jean-Emmanuel, HEI de Genève, hautes études internationales, lui aussi ne sait pas ce que c'est qu'une notification. Il estime qu'un chiffon est une notification qui est intitulée « Question à poser ». Une notification devient une liste de questions. Maintenant, je vous propose, choisissons au pif une des 23 questions qu'il a posées. Parce que j'ai des réponses à tout. Je vous remettrai votre document, on va poursuivre l'émission. Alors, ça c'est le premier amendement que vous mettez dans la procédure. Vous Oui, relevez. elle a été violée dans son article fondamental parce que ce n'est pas seulement le texte. La logique habituelle nous dit ça. C'est-à-dire, tous les OPJ, dans toutes les gendarmeries et tous les commissariats, nous disent toujours, pour les faits, ils commencent toujours par les faits. Un fait est un acte, une parole, une omission qui a un accusateur, une victime que l'on peut citer dans le temps et dans l'espace. Alors, une fois que cela a été relevé, comment se poursuivent donc les travaux de ce conseil de discipline pour aboutir à votre... On arrive donc dans un conseil de discipline qui n'a pas de fait. On arrive dans un conseil de discipline qui n'a pas de dossier. Aucune demande d'explication. Aucun rappel à l'ordre dans le dossier. On arrive dans un conseil de discipline qui, sur 7 membres, le président lui-même est l'accusateur. Ce que le texte n'a pas prévu. Président qui est par ailleurs recteur de l'université. Oui, le recteur Soso est finalement l'accusateur. Il est donc juge et partie. Première entorse grave quant à la composition. Deuxième entorse grave. Tous les 7 autres membres du conseil de discipline sont ses subalternes. C'est-à-dire que pauvre professeur Ndam, pauvre professeur Essoba, pauvre Zeminkande, pauvre Aboua, supposons qu'il soit convaincu que l'accusateur, le recteur,
qui est président du jury, ait tort. Comment on fait pour dire à son chef qu'il a tort? Je n'entre pas dans le conflit d'intérêts grave. Parce que ce même recteur, pour mes travaux, nous sommes aux premières instances. Dans la semaine qui approche, il veut me juger ici, dans le conseil de discipline. Vous comprenez que je lui ai dit qu'avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas déposer devant vous. Et que vous devez me libérer, moi je sors. Je refuse de déposer. Parce que la composition était entièrement biaisée. Donc, sur le cadre juridique violé, la composition biaisée. Pour me condamner d'avance, je ne pouvais pas accepter ça. Je dis que si c'est ça la République, et je ne crois pas que ça peut être ça. Si c'est ça la République, ben, j'accepte d'être exécuté. C'est ça que je leur ai dit. Et ça a été votre seule comparution devant cette instance? Oui. La sanction était intervenue à quel moment? Combien de temps après? La sanction ne tarde pas. Nous sommes le 27 mai au conseil de discipline. La sanction tombe le 4 juin. C'est-à-dire, une semaine avant. En réalité, le professeur Soso est en course contre le procès du vol des travaux qui lui passe en première instance. Parce qu'on verra ça dans la genèse de l'affaire. On verra dans la genèse de l'affaire, c'est que c'est lorsque l'affaire des travaux usurpés commence à passer que le professeur le recteur perd les pédales, se met à faire n'importe quoi, entre dans un rouleau compresseur. C'est comme le violeur qui devient assassin, qui tue sa victime. Parce qu'une fois il a fini le viol, il perd la tête, il veut faire disparaître les preuves, il se met à assassiner. À l'époque des faits, vous étiez encadré d'un certain nombre de résidents. Il s'agit des médecins en spécialisation. Il va sans dire que votre suspension a un impact sur l'évolution de leur cursus. C'est pire que ça, monsieur Dipita. C'est pire que ça. Et je le dis ici pour le regretter. Le recteur a d'abord suspendu les résidents le 10 mai. Ils étaient combien? Les résidents en cycle de spécialisation, il faut dire ce que c'est ici à tous nos compatriotes. On les appelle les résidents, c'est des docteurs en médecine qui reviennent en spécialisation pour devenir médecins spécialistes. Et donc, j'étais le maître de ceux de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Ils étaient 8. Il les a embarqués tous dans un conseil de discipline sous prétexte qu'ils n'avaient pas été en stage. Or, ce n'est pas possible dans le principe. Quand on connaît mon esprit, ce n'est pas possible d'être un résident de chirurgie orthopédique tout type de stage. Eux tous le savent. Parce que je ne peux pas laisser faire ça. Mais dans les faits, le stage qui leur reproche d'avoir été absent, ils ont l'attestation de stage. Ibrahima Farikou a signé. C'est pourquoi ils gagnent au tribunal administratif. Donc là, dans ce cas, le doyen Zumi Kandé ment, appuyé par le recteur, qui n'ont pas été en stage, ils ont été en stage. Et ils ont gagné donc leur sursis à exécution. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont rentrés à l'école par la force du droit. Ce n'est pas le pardon. Parce que là, ça diffuse partout qu'il leur a pardonné. Il ne s'agit pas du pardon. Au contraire. Abané, le professeur Abané, qui est un professeur de droit, mais qui a été humilié au tribunal administratif. Parce qu'aujourd'hui, dans l'affaire de la Cour suprême dont je vous parlais, ce qu'on n'a jamais vu, c'est l'avocat passé lui-même dans le box des accusés. Il ne peut même plus défendre sa bande. Il est lui-même accusé
d'avoir contribué à ne pas exécuter des décisions de la Cour suprême. Donc, c'est un... Je ne sais pas comment qualifier un homme comme ça. Je ne sais pas comment il a fait pour être comme ça. Mais enfin, la question c'est que les résidents ont donc, le professeur Soso a donc collé. La question c'est que, pourquoi peut-il s'acharner sur les enfants d'autrui parce que ce ne sont pas mes enfants? Moi je suis IPC, c'est même les enfants du RDPC, tous. Parce que pour des raisons éthiques, je ne parle jamais de la politique percée pendant que j'enseigne. Et c'est pourquoi je suis très respecté. J'avais dit à Pondi pendant nos instructions, quel rapport vous avez avec les résidents des étudiants? Mais bien sûr, mais vous inculte, à la limite, c'est l'autre qui est venu dire ici, paix à son âme, que je suis comme un gourou. Que le doyen donne un ordre, moi je donne un ordre contraire sur ce que je dis. Mais les étudiants, les résidents ont un respect illimité vis-à-vis de ceux qui les enseignent, ceux qui prennent la peine de comprendre leurs problèmes. Donc voilà ce qui se passe. Ils ont donc payé pour rien. Et pourquoi le recteur l'a fait? Parce qu'on analyse bien, en réalité, ils ne voulaient pas se retrouver avec les résidents sans enseignants, puisque moi j'étais suspendu, donc la contestation allait commencer. Mais en plus, comme il sait qu'il me supportait presque aveuglement, il ne voulait pas affronter la contestation. Il a donc décidé de sacrifier. Et ça, c'est très grave en République. Qu'est-ce que le recteur Soso va dire aux parents de ses enfants? Et ces enfants, du moins, c'est des jeunes médecins, ils ont moins de 35 ans. Ces médecins ont par la suite demandé pardon. Ils ont par la suite demandé pardon au recteur. Alors, la procédure judiciaire veut que lorsque vous êtes victime d'une mauvaise décision d'un fonctionnaire de l'État, la première chose que vous faites, c'est le recours gracieux. Ça a été fait. Parce que si vous ne faites pas le recours gracieux, le tribunal administratif ne reçoit même pas votre requête. Mais simplement, pourquoi le législateur l'a fait? Parce que j'ai beaucoup lu dans le droit, entre-temps. Le législateur veut donner à tout le monde la chance de se rattraper. Mais simplement, avec l'intoxication du professeur Abane qui faisait un dilatoire infernal, le ministre fameux a été une fois de plus floué. Il n'a pas répondu au recours gracieux que les résidents ont demandé. L'avocat a amené donc l'affaire avec mon appui, mon assentiment, à demande, au tribunal administratif, et là ils ont gagné. Ils ont voulu commencer à faire le dilatoire, on a attaqué, ils ont cédé. Voilà ce qui s'est passé. Mais en tout état de cause, il a perdu 2 ans aux enfants d'autrui, alors que les siens sont au chaud. En France, vous savez que je le connais par cœur. Tous les 3, les officiels, sont en France. C'est là-bas qu'ils n'ont jamais... Non, il faut le dire. Quand il prend ses 3 enfants, il va cacher... Non, professeur, on a 90 minutes, vous avez parlé. Ouais. Mais je veux dire que ça ne concerne pas les enfants non plus. Oh, attends, Dipita Tongo, soyons d'accord. Si un type fait du mal aux enfants d'autrui, et vous ne voulez pas que je le dise. Non, vous pouvez le dire. Alors, maintenant, je dis... Dis-le à l'endroit du monsieur qui est concerné. Les enfants n'ont rien à voir. Je n'ai pas parlé. Ils ne sont pas responsables. Je dis ce qu'il a fait. Je ne dis pas ce que ses enfants ont fait. D'accord, on est d'accord. Je dis qu'il a pris ses enfants. Non. Il est parti mettre à l'université en France. On s'est compris là. Pendant ce temps, Jean Baïbek. Pendant ce temps, il détruit les enfants des autres Camerounais. Parce que moi, je comprends que M. Soso m'attaque. On sait parfaitement compris. On va s'affronter en adulte. Mais je ne comprends pas que il fasse du mal aux enfants d'autrui alors qu'il est parti cacher les siens en France. Jean Baïbek. Non. Alors, on sait par ailleurs que vous êtes secrétaire général de l'UPC, des factions. Je veux dire que, en aucune circonstance, jamais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du campus, dans votre fort intérieur, vous n'avez jamais
jouer de cette casquette pour souffler un mot à vos étudiants? Je veux dire, est-ce que cette position politique n'a pas eu un impact ou une incidence dans votre parcours d'encadreur? Je vais être très direct avec vous, Dipita. L'éthique ne me le permet pas. Et puis ma conviction profonde. Ça, ce sont les principes. Voilà. Et je ne l'ai jamais fait. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure. C'est pourquoi les plus jeunes, et je vous assure, j'en ai eu de toutes les catégories. J'ai eu des enfants, ils savent ce que je pense. Quand ils sont bruyants, je leur dis que tu es bruyant. Qu'il soit le fils de X ou qu'il soit le fils de Y. Et vous savez comment ils m'appellent? Non du tout. Papa Poule. Papa Poule. Oui. Alors qu'en même temps, je suis extrêmement sévère avec eux. Je suis le type qui les amène à l'école à 7 heures. Il faut voir en train de courir. Parfois, ils courent tellement que je vois comment ils viennent derrière moi en voiture. Je garde pour qu'ils passent. Parce que le but n'est pas de les pénaliser. Le but, c'est de les former. Tant mieux s'ils courent pour être à l'heure. Je me garde, ils passent et je ris. Donc, et on ne peut pas, vous saurez maintenant, quand on va arriver sur mon CV, on va parler de pourquoi je travaille comme ça. Parce qu'on je veux me psychanalyser pour vous dire pourquoi je travaille comme ça. Donc, je n'aborde jamais ça, sauf dans les principes fondamentaux. Parce que les principes fondamentaux de l'UPC, du umniobisme, la vraie, pas l'UPC des mendiants qui claironnent partout à la recherche des pouces. Ouais. Faites pas reprendre notre droit de réponse. Ouais, vous voyez mon vous voyez mon regard. La seconde partie, si le temps nous le permet. Vous voyez mon regard, pas ces UPC. Je ne vois pas du tout. Voilà. Les vrais. C'est ces principes-là que l'UPC de Oumiopa enseigne. Ils sont tous dans notre devise. L'honnêteté. Nous sommes en démocratie. Je dois admettre que je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire de chèque qui peut être tel que du SDF, tel que le RDPC, si je commence ça? Je ne peux pas. Tous sont mes compatriotes. Tous sont mes enfants. Tous sont mes frères. Mais il y a une question qui est également revenue dans l'assistanat du concours d'agrégation du Conseil africain malgache. Qu'est-ce que vous en direz? Le concours CAMES. Voilà, c'est très bien. Parce que quelqu'un avait dit ici, il y a 2 ans, que pour le concours de maître assistant, le passage du grade de maître assistant, le recteur Soso est allé défendre ma candidature. Cette année-là, 2006, nous sommes 5 au concours. Il y a un qui est décédé, je ne vais pas le citer. Il y a Jacqueline Zeminkande qui est doyen à Yaoundé. Il y a Ngowe Marcelin qui est doyen à Bouya. Il y a Vincent Ndienche qui est conseiller médical à l'hôpital central. Maintenant, moi, je vais vous remposer la question. Je vous pose la question, député, répondez. Oui, professeur. Je pars à ce concours, je passe seul, ce concours-là. Zeminkande est éliminé ici au concours blanc. Ndienche, lui, le 7 à l'aéroport, il ne tient pas. Il reste là, KO. On arrive à Bamako avec Ngowe, éliminé à la première épreuve. Ngowe passera deux sessions après, en 2010. Parce qu'on fait le concours 2006. Il rate. 2008, il rate. Il passe en 2010. Jacqueline Zeminkande passe en 2008 avec Ndienche. Entre moi qui passe en 2006 et qui est suspendu dans la décennie, Zeminkande qui passe en 2008, qui est doyen à la faculté, nommé par la recommandation de Soso, parce qu'il est inspecteur général des services au ministère. Ngowe qui passe en 2010, qu'on repêche, qui est doyen à Boya, proposé par Maurice Soso. Ndienche qui passe en 2008, qui est conseiller médical, proposé par Maurice Soso, toujours par... Entre ces trois-là, qu'il a promu, et moi qu'il a fait suspendre, vous-même dites-moi, en 2006, il allait défendre la maîtrise d'assistanat pour qui? Et pourtant, dans bien des coups... bon, moi je vous réponds. Dans bien des si Soso est parti là-bas défendre la maîtrise d'assistanat,
Si c'est pour quelqu'un, ça ne pouvait pas être celui qui l'a combattu. C'est pour ceux qui l'a promu. C'est eux, ces gens, c'est pas moi. C'est logique. Sauf si vous croyez qu'il n'est rien pour ces dominations. Contre lesquelles moi je ne suis pas là-dedans. Maintenant, je vous dis ce qui s'est passé donc, objectivement. Le Cameroun, dans son balbutiement entre la francophonie, le Commonwealth, le bilinguisme, hein, et le rapport entre les deux langues par rapport au CAMES, ne s'était pas suffisamment engagé avant. Il ne faisait pas toutes les procédures du CAMES. À une certaine période, le CAMES doit donner une deadline pour faire tout le parcours. Que ces candidats doivent faire comme les autres candidats, être d'abord maître assistant avant de venir au concours. Et il se trouve qu'en 2006, cette procédure, le délai, la période probatoire qu'on avait donnée au Cameroun venait à son terme. Et l'inspecteur général Soso est envoyé par le ministre pour défendre le groupe. Est-ce que vous comprenez bien? Absolument. Nous sommes 5. C'est pour eux. C'est pour les uns, ce n'est pas pour moi. Et je dis que s'il y avait un partisan dans ça, ce n'est pas moi qui le combat après. C'est les autres qu'il promet. Il les a promus tous. Avez-vous des antécédents avec le recteur Soso? Ah, très bonne question. Très bonne question. Et c'est l'air malhonnête de dire que je n'ai pas d'antécédents avec lui. Notre vie a au moins 3 parties. La vôtre commune, hein? Dans le département. D'accord. Moi, je ne suis pas homosexuel. Ah, loin de là. C'est Voilà. ce que je voulais dire. Ok. Dans le département, on a 3 parties. Avant 2006, 2006, 2010 et après 2010. La période après 2010, c'est la période de la rupture. Donc, je prends avant 2006. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis entré à l'université de Yaoundé en l'an 2000. Qu'est-ce qui se passe entre 2000 et 2006? La carrière universitaire a 3 génies. En médecine, il y a le génie professionnel, c'est-à-dire un docteur qui est à l'hôpital, qui fait les diagnostics difficiles et les traitements difficiles. C'est le génie hospitalier. Par rapport aux autres, aux sciences pures. Il y a un deuxième génie qui est le génie pédagogique, le fait de bien enseigner. Il y a un troisième génie qui est le génie scientifique. La capacité à conduire un travail de recherche et à publier à un certain niveau. En réalité, de ces 3 génies, le génie le plus déterminant sur lequel on nous classe est le génie scientifique. Parce que quand on l'a, en général, il impacte positivement sur les 2 autres génies. Entre 2000 et 2006, mes travaux scientifiques, puisque je ne suis pas maître de conférence, lorsqu'on n'est pas maître de conférence, ce que l'on attend de vous, c'est de voir que vous écrivez vous-même. Et on le sait parce que vous êtes le premier auteur de vos articles. Suivez-moi bien, M. Tongo. Alors, on va peut-être marquer juste une seconde. Hein. Évidemment, on a ouvert la ligne, mais il y a des téléspectateurs qui nous demandent de régler le micro dans lequel je parle. Il semblerait que vous êtes mieux audible que moi. Donc, il faut que nous soyons dans les conditions maximales hein, Non, absolument. Donc, excusez-moi, je vous ai coupé à nouveau. Allez-y. Alors, entre 2000 et 2006, j'ai besoin de publier que j'écris, de prouver que j'écris moi-même. Et donc, j'ai besoin d'être le premier auteur de mes articles. Suivez-moi bien, M. Tongo, cette question. Et le dernier auteur, qui est souvent le plus ancien, ou le patron des travaux, je n'ai pas besoin de montrer que je suis patron. Le recteur Soso, lui, en a besoin parce qu'il est déjà patron. Et donc, je le mets presque systématiquement en dernier lieu. Et il n'y a pas de conflit. En 2006, quand on est déjà agrégé, quand on est maître de conférence, pour devenir professeur titulaire, les jurys demandent qu'on change de position, on devient le dernier, comme on est patron, on est capable de diriger une équipe. Je lui pose le problème que maintenant, vous et moi, on va se discuter la dernière place dans mes travaux, comment on fait? Il me répond,
Ne te préoccupe pas de ça. Puisque les jurys à qui tu penses là, c'est mes amis. Et c'est vrai. C'est ses amis. Donc, tous les travaux que je fais de 2000 à 2010 vont m'aider à devenir professeur titulaire. Seulement quand je pose le dossier en 2010, il se passe deux choses. La première chose, c'est que les malades, il va se soigner en Europe. Pendant que j'envoie le dossier, lui part en évacuation. Quand ça arrive là-bas, je ne sais pas pourquoi ses amis me collent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont jaloux de lui parce que tout le monde n'a pas n'a pas ça? Est-ce que c'est parce qu'ils m'en veulent? Est-ce qu'il y a une autre raison? Je ne sais pas. De toute façon, quand il rentre, je lui dis que eh ben, j'ai échoué depuis longtemps dans ma vie, je n'ai plus échoué. Vos amis m'ont collé. On va faire comment? Il ne sait pas quoi faire. Il me répond. Bah, je dis que moi, je vous réponds. Désormais, vous ne serez plus dans mes travaux. Et c'est la rupture. Comme il n'est plus dans mes travaux, écoutez bien Dipita. Le paradoxe c'est que, si je vous montre mes travaux, le dernier travail dans lequel il est, dans mes articles, c'est le premier que j'ai publié aux États-Unis. Au moment où mes travaux deviennent de plus en plus importants, parce que je traverse l'Atlantique, avant j'ai publié en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, mais je n'ai pas publié aux États-Unis. En 2010, j'ai publié aux États-Unis. Un travail que j'avais fait avec le grand Bagna, que vous connaissez, le diabétologue. Absolument. Au moment où mes travaux deviennent de plus en plus importants, je dois lui le sévrer de ça parce qu'il y a conflit. Il faut que je prouve que je suis patron. Puisqu'il n'a pas pu convaincre ses amis, je ne sais pas, ou c'est lui qui a donné la consigne avant d'aller, qu'on me colle. Est-ce que c'est eux-mêmes qui voulaient le poignarder et m'ont collé? En tout cas, il ne me dit pas. Mais tu m'avais promis, vous m'avez promis vos amis. Voilà qu'il me colle. Et il m'avait dit, puisqu'ils savent que je ne vais plus à l'hôpital, que je ne sais même pas ce que tu fais. Laisse comme ça. Mais il me colle. Voilà la rupture objective. Mais en fait, au-delà de ça, j'ai deux racunes anciennes contre lui. Ah bon? Lesquelles? Ils sont réveillés. La rancune d'octobre 96 et la rancune de février 95. Vous voulez que je commence par laquelle? Octobre 96, ça veut dire 10 ans avant votre suspension. Oui. Donc en réalité, vous faites un bon petit match de ping-pong. Non, c'est pas commençons par octobre 96. À chaque fois, il repart un peu. Octobre 96, j'ai une bourse pour aller apprendre l'orthopédie en Suisse. J'avais promis aux Suisses que je terminerai la chirurgie générale en juin 96. Les Suisses m'ont donné une bourse pour commencer en octobre 96, suivez-moi bien. Quand juin 96 arrive, se refuse d'organiser l'examen. Juin passe, juillet passe, août passe, septembre passe, on n'a pas organisé. Il y avait combien de candidats en dehors de vous? Pour la chirurgie générale, nous sommes deux, le docteur. Pour cet examen? Oui, nous sommes deux, le docteur nous disait au CHU. D'accord. Donc l'examen n'est pas organisé? L'examen n'est pas organisé. La secrétaire du patron qui m'attend, Madame Mélan, m'appelle le 10 octobre, me dit, si vous ne venez pas d'ici le 15, Monsieur Vazé, le patron, va donner votre place à un Argentin. Parce qu'en réalité, le service dans lequel je suis formé, à Genève, est l'un des meilleurs qui a inventé l'orthopédie. Il prend partout dans le monde. Donc, je pars à Genève pour aller apprendre l'orthopédie contre l'avis de Soso, appuyé par Edjoa, son mentor, Edjoa Titus. Nous l'appelions Tito. À l'époque, il était ministre de l'enseignement supérieur. Il était déjà en juin 96, en octobre 96. Je crois qu'il est même déjà ministre de la Santé, quelque chose. Il est entre la présidence et la santé. Et donc, je pars en conflit avec la chirurgie orthopédique qui revendique là. Il avait été contre que j'aille la faire. Et Joa Titus avec. Puisque Joa est le chef du département
de chirurgie. C'est ça la rancune de 96. OK? Mais la repart. C'est pourquoi le Cameroun. Quand je reviens en 99, il me court après pour que j'entre dans le département. Parce que moi, je vais aller travailler à Douala. Je ne veux pas travailler avec eux. Ça a duré 3 mois le débat. Pour que j'accepte de rester là. Maintenant, la rancune de 95. Je pars à Genève la première fois en octobre 94 dans le cadre du résidenat de chirurgie générale. Comme à Genève, il n'y a plus la chirurgie générale, tu pars en stage de 6 mois, tu choisis une chirurgie de toute façon. Comme je sais que je veux faire chirurgie orthopédique après, je dis, mais 6 mois d'une chirurgie à Genève, je vais faire la chirurgie orthopédique. Quand j'y vais, M. Tonko, je travaille 3 ou 4 mois en février 95. Le patron m'appelle. Il me dit, j'ai vu. Monsieur Vazé, ok. Si votre pays accepte, vous restez. Je complète votre formation, vous rentrez en chirurgien orthopédiste. Mais vous devez rester minimum 3 ans. J'écris au Cameroun. Maurice Soso est doyen. Et Joatron est la présidente. Le Cameroun, c'est vous et c'est moi. Vous écrivez qui reçoit votre lettre au Cameroun. La lettre passe par qui pour arriver au Cameroun? Moi, je suis pauvre interne, médecin en spécialisation. J'écris donc au doyen, ou je lui dis au téléphone. Ok? Lui transmet au chef de département. Le chef de département est lui est doyen, l'autre est chef de département, il est à la présidence. Les deux refusent que je continue. Motif, il faut que tu viennes d'abord terminer la chirurgie générale. Le vieux Vazé à Genève, le vieux banc de il me dit, ne refuse pas. Dans le fond de l'affaire, dans 15 ans, ce sera toi le roi. Tu seras chirurgien général et chirurgien orthopédique. Va terminer, je t'attends. Pour te rassurer, je te donne un agrément. Tu pars avec. Donc, quand je termine mes 6 mois et que je reviens en 95, j'ai l'agrément des Suisses ici qui m'attendent en octobre, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Absolument. Ok? Je garde donc. Imaginez, quand vous avez 30 ans, vous partez de votre Cameroun natal, en pleine chirurgie générale. Vous avez l'opportunité de terminer votre formation de chirurgie orthopédique à Genève. Quand un homme vous prive de ça, quand un système vous prive de ça, parce que le système est le système Soso et Joa, qui matraque, qui ne vous laisse pas respirer, contre lequel on ne peut pas se poser. Je reviens ici. Qu'est-ce qui peut arriver? Je ne suis même pas sûr de repartir. Vous comprenez qu'à cet âge, on a une rancune féroce qui ne se tasse que parce que tu espères partir. Et qui se réveille quand tu as le sentiment qu'on t'a piégé pour rentrer. Parce que ça en 96. En juin 96, juillet, août, M. Dipita, vous à ma place, est-ce que vous n'auriez pas réfléchi? Les gens là en réalité m'ont fait revenir pour m'empêcher d'être chirurgien orthopédique de toute ma vie. Puisque maintenant, c'est pourquoi ils m'ont fait revenir. Terminer la chirurgie générale, avoir le diplôme. Ils refusent d'organiser cet examen précisément. Ça a braqué définitivement ma famille, mes amis. Il y a les amis qui m'entendent comme je parle là. Quand je suis parti en octobre, leur laissant avec leur diplôme de chirurgie générale, leur chirurgie générale, tous mes camarades m'ont dit, ne reviens même plus au Cameroun. Donc vous êtes parti sans l'accord du Cameroun? Oui! Je le rencontre ce soir à l'aéroport de Yaoundé. Il allait où? Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Il venait vous dire au revoir? Je crois que c'était... Il venait s'assurer que vous êtes parti? Je vais vous dire, je l'ai vu le matin. À l'université? Non, chez lui.
Ah d'accord, vous êtes allé le... Vous êtes allé... Moi, je vais lui dire au revoir. D'accord. Il ne me laisse pas placer un mot. Il a su ce que je voulais faire. Il me dit que si tu bouges, je le reprends. Je vais te bousiller. C'est chez lui, c'est Maurice Soso qui me dit ça. Je dis que ok, je ne réponds pas. Je retourne. On se rencontre à l'aéroport à 19h à la montée des escaliers roulants. Je suis avec mon cousin qui est journaliste, Emmanuel Dinga. Il est journaliste comme vous, retraité. Je lui ai juste tendu la main, je l'ai salué, je ne l'ai pas laissé placer où j'ai pris mes escaliers. Voilà les trois événements, je vous dis, les trois chocs avec Soso. Et le dernier crash. Je dois le clarifier, monsieur Dipita, pourquoi? Parce que quelqu'un avait prétendu ici que j'ai bénéficié des faveurs de monsieur Soso. Mais quand on analyse bien, je n'ai subi que ces obstacles dans sa complicité avec son menteur, Edouard Titus. Il avait également été évoqué la question du journal du département de chirurgie. Alors, quand je vais vous dire l'histoire du journal du département de chirurgie. La revue africaine de chirurgie et spécialité, qui est l'unique journal, ou le premier, parce que le deuxième c'est encore moins, le premier journal que le département de chirurgie et spécialité ait produit, à Yaoundé. Il naît en 2007. Comment il naît en 2007? Il naît en 2007 parce que le CAMES, qui est l'une des institutions du néocolonialisme, si vous voulez la moins mauvaise, de toutes les institutions que le néocolonialisme a créées en Afrique, la moins mauvaise ou la meilleure pour nous est le CAMES. Pourquoi? Parce que le CAMES est le lieu qui nous permet tous dans la spécialité de nous connaître en Afrique noire. Là où je suis là, je vous assure que ceux qui ne savent pas, tous les orthopédistes sont branchés sur STV actuellement, à Abidjan et à Dakar. Parce que les autres ont dit que, écoutez, Baébek, ça chauffe à Yaoundé, à Douala, au Cameroun. On se connaît physiquement. Grâce au CAMES, on s'échange. Et le CAMES est l'endroit qui a normé comment un enseignant de médecine doit être. Parmi les normes, il a dit, pour agréger un type, il doit nous dire ce qu'il va faire à l'hôpital, dans les amphithéâtres et en recherche. Il doit nous dire son projet. Et l'un de mes projets en 2006, c'était que sur le plan scientifique, si je suis agrégé, je vais créer un journal de chirurgie à l'université de Yaoundé. Comme je suis un homme de parole qui se bat, tu comprends que quand je reviens, c'est une obsession. En 2007, l'autre disait ici que j'ai dirigé, j'ai créé de mes propres mains, de ma tête. La maquette, c'est moi. Le contenu, c'est moi. Et j'ai été le rédacteur en chef, le directeur de publication. Mais il ne savait même pas ce qu'on publiait dedans. C'est moi qui ai créé ce journal, dit Pita. Et ma promesse en 2006, c'était que je crée le journal de chirurgie pour toutes les chirurgies. Ça s'appelle la Revue africaine de chirurgie et spécialité. J'ai 5 ans pour la créer et la faire vulgariser. Et après 5 ans, je me retire pour maintenant créer le journal des orthopédistes. J'ai la chance d'exécuter ce programme. Donc en 2010, par hasard, la rupture avec le recteur, qui est chirurgien général, je le laisse avec la revue, je l'enlève de mes travaux, je m'en vais continuer mes propres travaux, et j'ai créé OREMA, le journal des orthopédistes, qui veut dire Orthopedica Emergencia
Africa. Vous comprenez? Absolument. Donc, en matière de créer les journaux de chirurgie, vous en êtes dépositaire. L'université de Yaoundé en a créé 2. Et si j'étais vantard, je dirais que c'est moi qui ai créé. Mais l'humilité m'oblige à dire que j'étais au moins l'initiateur. Et c'était ma promesse du CAMES. C'est pourquoi les compatriotes africains étaient étonnés. Ils ont demandé à Tétane, qu'est-ce que vous appelez au Cameroun insubordination? Baïbek, vous voulez qu'il vous soit subordonné parce que subordination veut dire quoi dans votre pays? Ils ont demandé ça à Abidjan. Et qu'est-ce qui leur a été répondu? Il leur a dit qu'il ne sait pas ce qui se passe. Et sur la question du plagiat des travaux? Le mot est mal placé, ce n'est pas le plagiat. Voici le problème. Je vais vous donner le travail pour lequel on se bat. Je vous le donne. Il est où? Je sais plus où il est. Le travail pour lequel on se bat, en réalité, voilà comment on se... Voici le problème. En 2010, troisième chose que 2010 fait, non seulement j'ai rompu avec le recteur, j'ai rompu avec la chirurgie générale, j'ai rompu avec le journal, mais l'État décide de créer les spécialisations dans les spécialités chirurgicales. Parce qu'avant, il y avait une spécialisation de chirurgie générale. Mais l'État crée en 2010 la chirurgie orthopédique et la neurochirurgie, 2 spécialités. Quand l'État crée les 2 spécialités, la chirurgie orthopédique, évidemment, c'est moi le maître. Et c'était quoi votre question, rappelez-moi? Juste sur les plagiats, parce que la question Alors, a été portée ici. Maintenant, vous avez été accusé d'avoir plagié les travaux. Ça dure 4 ans la formation. Et l'une des normes que j'ai mises, qui est une norme internationale, en réalité, quand ils arrivent, je les mets sous une pression telle que la discipline, le volume de travail, les objectifs, pas du travail sur objectif, font qu'en réalité, en 1 an et demi, 2 ans, ils ont pris le rythme. Et j'ai piqué comme norme, quand tu passes en 2e année, que tu as vraiment passé en 2e année, tu commences au travail de recherche, qui fera ton mémoire à la fin de la formation. Donc les 2 premiers, le docteur Legpa et le docteur Mohamedou, exécutent ce programme. Et pendant 3 ans, 2e, 3e, 4e année, ils arrivent à 4e année en 2014. Ils ont chacun son travail. Mais il y a une brouille entre eux et moi. Parce qu'en fait, ils ont fait ce que font tous les Camerounais. L'hôpital les a pudis. Ils ont quitté la maison de formation. Ils sont allés à Douala, chez un des patrons de l'orthopédie au Cameroun, Cyril Takou. Parce que je ne suis pas seul. Mettez bistouri en main à Douala, c'est Cyril Takou. Bistouri en main, il y a un de quand je ne suis pas là, c'est Alexandre Manga. Hein? Il se trouve seulement que le Cameroun est un bizarre. Ils ont été largués. C'est-à-dire? C'est des gars intelligents qui méritent. Et je dois vous dire que honnêtement, j'ai même l'impression en tant que ces gars sont plus intelligents que moi. Mais simplement parce qu'ils ont étudié à l'extérieur, parce qu'ils sont arrivés et ils n'ont pas supporté la pression de tout ce que je vis là. On les a largués. Mais ils ont le niveau. Si on était un pays où on appelle tout le monde pour construire, Cyril Takou ne serait pas au quartier. Ni Alexandre Manga. Ils sont des orthopédistes, on va dire comme les Camerounais aiment dire, de haut volt. Ces 2 gars. Donc, quand les résidents font donc des malversations à l'hôpital, on veut les rendre. J'appelle Cyril, dit Cyril, ben, écoute, mes gars ont chez ici, prends-les. Cyril les prend à Douala. Mais seulement Cyril, qui est un peu amer, parce que tout ça a raison, ne peut pas suivre la rigueur comme je peux, parce que tu vas prendre le temps pour un truc qu'on t'a refusé. Il ne peut pas prendre le temps. Je leur dis, bon, maintenant, comme je suis pas, comme l'État ne peut pas convaincre Cyril de s'occuper de vous, vous n'avez pas atteint les objectifs. Vous allez les atteindre. Et on se brouille pour ça. Le recteur saute sur l'occasion. Il décide
qu'il est maintenant le directeur de mémoire d'un travail qu'il n'a jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec lui. Et je suis en rupture avec lui depuis 2010. En temps normal, qui désigne le directeur de mémoire? On ne désigne pas. Ah d'accord, c'est l'encadreur qui... L'université a fixé que chaque étudiant, chaque résident choisit son maître. D'accord. Et à condition qu'il ait le rang de maître de conférence au moins. Deuxièmement, qu'il accepte. C'est de gré à gré. Alors, Ce n'est pas une nomination. quand le professeur Soso s'impose, est-ce que les étudiants pour lesquels il décide d'encadrer les travaux comme vous le dites, ces étudiants-là ne le récusent pas? Je ne sais pas ce qu'ils font et ça ne me regarde pas. D'accord. Monsieur Dipita. Le problème, c'est que si vous êtes étudiant en train de travailler avec un maître, il faut me suivre. Je vous suis. Travailler avec un maître. S'il veut partir, il laisse mon travail. Tu peux prendre mes malades, tu vas donner à un type qui, lui, on ne voit pas à l'hôpital depuis 15 ans. Il devient directeur de mes malades. C'est des malades que j'ai opérés de mes propres mains. Les résidents font seulement une analyse scientifique. Donc, mais ils sont libres d'aller faire le moment avec qui ils veulent. Ok? Là, ils ne sont pas libres, c'est d'amener mes malades. Ce qu'ils ont fait, ils ont amené mes malades. Et, ce qui est important, lorsque l'affaire chauffe, Messanga Nyamding, qui est le chef traditionnel, est un chef traditionnel à Yabassi, et donc le chef traditionnel du professeur Soso. On l'a d'ailleurs reçu ici le 26 avril dernier. Messanga m'amène chez lui, au rectorat. Il avoue à Messanga que c'est vrai que c'est moi le directeur de ces travaux, ce n'est pas lui. Mais, là, lui se dédouane. Il dit que ce n'est pas lui qui s'est mis directeur. C'est les résidents qui ont décidé que c'est lui le directeur. J'ai dit à Messanga qu'il écoute à l'autre type. On te met directeur dans mes travaux et toi, tu donnes l'ordre au doyen d'appeler la soutenance alors que tu es recteur. Messanga lui dit pour couper la poire en deux. Vous pouvez appeler Messanga ici. Messanga lui, qui peut le plus, qui peut le moins? C'est toi le recteur. Enlève ton nom dans les travaux de Baïbek. Tu dis au doyen de remettre les travaux de Baïbek à Baïbek. Il ne répond pas à Messanga. Il dit à Messanga que sa porte est ouverte. Je ne sais pas s'il croyait que je sois lui demander à manger. C'est vrai qu'un recteur a beaucoup d'argent, moi je n'en avais pas. Mais moi j'ai grandi dans la famine. Je peux rester à la famille très longtemps. Il n'a pas fait. Je laisse Messanga, je m'en vais voir Tétani à l'ordre des médecins. Tétani est là, vous pouvez l'appeler. Tétani va le voir. Il répond à Tétani que c'est un problème académique. C'est-à-dire que le recteur fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée. J'avais donc deux choix. Ou je le laisse continuer, alors ça veut dire que je capitule. Et il devra continuer à arracher mes travaux parce qu'il me soupçonne de continuer à publier aux États-Unis sans le mettre. Parce que je lui ai dit, et il sait que moi je suis un homme direct et franc. Direct, franc, parfois un fou courageux. C'est qu'il n'apparaîtra pas. Il veut donc prendre par force. Eh bien, je dis aux gens de l'ordre de médecins, Guy Sanjon, il est ici à Douala. J'ai dit à Guy que Guy, s'il continue, on va se retrouver au tribunal. Je ne sais pas si Guy ne me croyait pas. En réalité, moi, quand je vais au tribunal, je dois dire à Dipita que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je doute. Par rapport à tout ce que j'entends là dehors, je suis surpris que quand ça a duré 6 mois, je vais avec l'avocat voir le procureur général. 2 semaines après, on nous donne l'ordre d'enrôler dans les 2 semaines. C'est comme ça qu'il se retrouve donc au tribunal en août. L'affaire au tribunal. On a demandé d'enrôler. Le recteur est inculpé. Parce que c'est une chose de citer, c'est une autre chose qu'on inculpe l'adversaire. Il est inculpé.
honnêtement, monsieur le député, très modestement, moi, je suis étonné. J'espérais que le procureur général, soit le ministre, va appeler, va régler ça, va me remettre mon travail, puisque moi, je ne peux vivre que de mon travail. Je n'ai plus rien. Et ça me suffit. Moi, je suis né pauvre. Moi, je n'ai jamais caché. Moi, mes parents étaient des paysans. On a enlevé mon père, était fabricant à l'UQAM. On l'a renvoyé en 66. Depuis lors, moi, je suis un enfant du village et des bidonvilles. Moi, je n'ai jamais été riche. Et j'ai grandi comme ça. Ça ne m'intéresse pas d'être spécialement bien. Et donc, lorsque on arrive au tribunal en août, donc, l'affaire se met à passer. Ils ne croisent pas les bras. C'est pourquoi je vous ai dit ici, vous avez dit à votre collègue, que l'affaire a engendré 20 procès. Que 9 ont eu des décisions. J'ai cité 20 fois. Mais méfiez-vous. Lui n'est pas resté tranquille. Lui aussi m'a cité 2 fois. Mais les 2 fois, ça n'a pas prospéré. Il me cite la première fois en décembre. Décembre 2017 16. 2016. Oui. Il me cite des dénonciations calomnieuses de diffamation de dons. La convocation me parvient le 22 décembre et on m'attend au commissariat du 5e à Yaoundé le 24 décembre. Je vous rappelle que le commissariat du 5e est pour l'université comme tous les commissariats de DA. C'est-à-dire tu entres là-bas, le recteur téléphone quand t'enferme, on t'enferme. C'est pour ça qu'Aïdjo avait créé ce commissariat. Il n'est pas là par hasard. Eh bien, l'inspecteur me donne les convocations. Mon avocat, Maître Mpeg, me dit que tu ne pars pas. Il écrit. Quel est le motif? Il me montre l'article. L'article 195 du Code pénal est clair. Monsieur le député, si je vous accuse au tribunal d'avoir volé ce papier, vous ne pouvez pas m'accuser en contrepartie de diffamation de nom tant que l'affaire de vol de papier est en suspens. Maître Mpeg utilise ça pour que le procureur me casse. Puisque quand il reporte la convocation pour début janvier, non, c'est important, député. Je ne voudrais pas vous interrompre. Seul qu'on risque d'avoir un souci de temps si on n'est pas bref. Voilà. Parce qu'il y a encore quand même une dizaine de questions qui seraient donc, importantes. voilà, il me cite. Il y a une deuxième citation après. Mais les 2 citations que le professeur, le recteur se soit osé, n'ont pas prospéré. Ce n'est pas parce que je suis fort en droit. C'est vrai que l'avocat est très brillant. Il est jeune, mais il est brillant. Il est travailleur, bosseur, fouineur. Mais c'est surtout parce que Oumnioba le disait déjà. La vérité, le mensonge ne peut pas deviner la vérité au nom de la durée et du nombre de menteurs. En un mot, où en est cette affaire aujourd'hui? L'affaire. Sur le plagiat, finalement, les plaintes, contre-plaintes. Alors, puisque au tribunal, il se met, quand il rate la citation, là, il se met à plaider le huis clos. Le huis clos veut dire qu'il faut que les citoyens comprennent. Il veut qu'on nous juge en cachette. Et là, c'est la seule décision qu'il a eue. Il a eu cette décision en faveur avant du droit. Je vais vous dire ce qui est arrivé à ce magistrat, c'est le hasard. C'est une femme, magistrat de 4e grade. On ne va pas la citer. Non. 2 mois après, par hasard, elle a été affectée en TUI. Là-bas, elle doit prendre le bac. Et elle doit juger entre les pêcheurs et les agriculteurs. Puisqu'elle ne peut pas juger les professeurs. Comment cette histoire? Non, je lui ai dit à la dernière audience que madame, quand on vient ici pour une affaire de plagiat, on le juge en public. Les plus grosses affaires du monde, Montagnier et Gallo, c'était en public. Comment cette affaire? Vous voulez aller? Où en êtes-vous avec cette affaire? L'affaire, j'ai fait appel à la Cour suprême. L'affaire est en cours. Alors, il était également relevé, ou alors au cours de l'émission du 16 juin, et on est longuement revenu sur la question du détournement des malades. Ouais. Vos patients de l'hôpital central de Yaoundé, je rappelle que vous êtes encore chef du service du département de chirurgie orthopédique et traumatologie. La première chose, c'est que je n'ai jamais été nommé là-bas. Comment ça? Je n'ai jamais été nommé chef de service. Mais vous avez exercé ces fonctions?
Les étudiants m'appellent parce qu'ils estiment que naturellement, je suis le chef de service. Mais je n'ai jamais été nommé. Mais ce n'est pas là le problème, puisque je ne... Non, mais je veux quand même comprendre. Bon, vous n'avez pas été nommé, mais je veux dire que il y a un chef de service qui n'est pas vous. C'est une chefferie naturelle. Ah, donc, je veux dire, c'est ça qui a rendu le ministre de la Santé ridicule. Monsieur Soso a entraîné 4 ministres dans la boue dans cette affaire. Professeur, le ministre m'a limogé. On y revient. Oui. Vous exercez les fonctions de chef de service. Oui. Comment vous y êtes parvenu? Par nomination, par décret, par arrêté? Ou alors ce sont vos étudiants qui vous ont coopté? Oui, par la nature. Donc, moi, on ne m'a jamais nommé là-bas. Même pas le directeur de l'hôpital central. Comment ça s'est donc fait? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait qu'on divise le service en deux. On nomme celui qui est en bas, moi on ne me nomme pas. C'est pour vous dire à quel point j'ai été pourchassé. Et c'est pour dire à nos compatriotes ici. Ce n'est pas parce que quelques individus nous pourchassent, nous maltraitent, nous torpillent, que nous pouvons penser que c'est toute la République. Il nous reste plus qu'un quart d'heure. Oui. Détournement des malades. Alors, vous avez cru à ça simplement parce que je vous ai dit ici qu'il y a... Je n'y ai pas cru, hein. Je ne me fais pas d'idée. Je vous ai dit ici... Je prends les arguments des uns et des autres. Je vous ai dit ici que la fonction d'enseignant de médecine a 3 génies. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le génie hospitalier? Le génie hospitalier a celui de particulier que vous avez une cohorte de malades qui vous suivent partout. Et l'exemple modèle de ça, paix à son âme, il n'est plus là, c'est Do Anderson. Quand Do Anderson part du CHU pour l'hôpital général, le CHU se vide. Toutes les femmes le suivent. Quand il quitte l'hôpital général pour H-Gopi, l'hôpital général se vide. C'est la même chose. Quand Boudou est parti là, de H-Gopi, de Yaoundé pour venir à H-Gopère, il est comme les oiseaux. Cette trame de médecins, ça qui nous caractérise. On a un volume de malades, et moi j'avais un problème particulier. J'ai eu un problème particulier. Je dois former 2 personnes par promotion, ça veut dire que 8. Il faut qu'ils opèrent. Il n'y a même plus la place pour moi à l'hôpital, comme je n'ai que 2 jours. Et j'ai donc une cohorte de malades, c'est le surplus. Et ceux qui peuvent, que je perds en privé, M. Dipita. Vous comprenez? Absolument. Et j'ai un surplus de malades. C'est pourquoi aujourd'hui, comme je ne perds pas l'hôpital central depuis 2 ans, j'ai relevé un hôpital de Brouge, l'hôpital des Manas, des catholiques, des sœurs des Manas. La cohorte, ils m'ont suivi là-bas. À Yaoundé, les gens, je consulte dans la rue. Parce qu'ils m'arrêtent de partout, ils me suivent de partout. Le volume de malades que j'ai, c'est moi qui donne les malades aux hôpitaux. Le niveau où on prend les malades, c'est le niveau des jeunes médecins ou le niveau des petits spécialistes qui sont restés dans la petitesse. Mais quand on a un spécialiste qui a une certaine réputation, c'est l'inverse. Néanmoins, vous avez été suspendu de l'hôpital central. Ce n'est pas ça qui est grave. Qu'est-ce qui est le plus grave? Ce qui est le plus grave, c'est qu'on pose le ministre de la Santé à signer une décision contre nature. Ça fait beaucoup de ministres indexés en erreur contre vous. Hein. Mais ce qui est grave, le recteur n'a pas seulement floué les ministres, mais les a roulés dans la boue. Le ministre de la Santé, quand il signe, il me limoge. Mais moi, ça me pose un problème. Oui. Si tout le monde réussit à être roulé contre vous, est-ce que finalement ce n'est véritablement pas vous le problème? Alors, c'est ça le problème. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas le nombre de menteurs et de faussaires ne transforme pas le mensonge en vérité. En vérité. Et je ne peux pas devenir menteur parce qu'il y a beaucoup de menteurs. Alors, plus qu'on parle des ministres qui ont été... vous voulez que je les cite? Plus qu'on parle des... Pour citer qui? Les ministres qui ont été foulés en erreur. Ils sont 4. Lesquels? Le ministre d'abord. Oui. Parce que les décisions, là, c'est contre lui. Oui. Ensuite. Et la dernière Cour suprême, c'est même toute personne et l'homme, femme et Ndongo. Le deuxième, c'est le ministre de la Santé. Et c'est qui me limoge. On m'a nommé quand? On ne m'a jamais nommé là. Il limoge. Que dit l'acte de votre limogeage? Ce qui est même ridicule. À ma place,
On nomme un électricien à la place d'un ferrailleur. Ensuite, quel autre ministre? Le ministre de l'armée. Puisque parmi les résidents suspendus, il y a 2 officiers et un de la garde présidentielle. À l'époque, c'était le ministre Bebengo? Non, c'est celui-ci qui est même. Ah, le MINDEF, donc c'est tout récent. Moi, je le regarde. Le ministre Joseph Vétiasson. Je le respecte beaucoup, hein, ce gars. J'admire son travail. Le dernier. Mais il vient d'arriver, et comme il est sur la discipline des militaires, Soso écrit là-bas qu'ils sont indisciplinés. Et il leur fait des affectations disciplinaires, un à Marois, un à Garoua. Il vient de les faire revenir. Regardez l'humiliation. Et le dernier ministre? Alamine, puisque Alamine coupe le salaire sur la lettre du recteur Soso. Et la justice lui donne la chance de sortir de l'affaire dans le salaire d'un quai. Une fois de plus, Abane va torpiller là-bas. Et c'est pourquoi il est le premier nom dans le procès de la Cour suprême. C'est l'homme Alamine Ousmane Mey. On a encore 12 minutes et environ 3 ou 4 questions pour véritablement être complet sur ce droit de réponse que vous apportez. Il y a une affaire à l'époque quand même qui a fait, je veux dire ce soir-là, ça j'ai bonne souvenance, le 21 juin 2016, c'était à peu près, presque exactement. Non, il reste 1 mois. Presque exactement 6 mois, parce que si j'ai bonne souvenance, Madame Foni est décédée le 22 janvier, ou le 21 ou le 22 janvier 2016. Or, lorsque j'ai reçu le représentant du professeur Soso, et j'ai eu froid au dos lorsqu'il a dit, puisque Mme Foning, pour rappeler les circonstances, a été victime d'un accident de la circulation, évacuée à l'hôpital central, et il m'a semblé avoir entendu que vous étiez dans le corps médical qui aurait pu être de votre faute, qu'un certain nombre de manquements sur ce cas-là ont été observés. Il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Le monsieur l'a dit ici que Foning est arrivé dans notre hôpital et moi j'étais impliqué dans le cas parce qu'il était de garde cette semaine-là. C'est faux. Feu Foning arrive à l'hôpital à la demande de sa belle-nièce. Quand on lui donne les premiers soins à IFOC, c'est ta belle-nièce qui appelle mon assistant pour dire que ma tante vient de se casser. Et comme moi, mon équipe est disciplinée, mon assistant m'appelle. Et c'est moi qui dis que c'est à l'hôpital central qu'on va la prendre. Parce qu'à l'époque, j'étais à l'hôpital central et à l'hôpital général. Et surtout pour l'hôpital central le plus apte. Je regarde comment. Et je dis en matière de plateau. Oui. Je dis à mon assistant que je la connais. Il y a 10 ans, elle a eu à peu près la même chose. Mais là, elle était jeune. Et elle était moins forte. Maintenant, après l'âge, elle est plus forte. Si on s'amuse, elle va nous faire des complications. Il faut qu'on l'opère vite. On doit l'opérer demain. Mon assistant court et reçoit la dame à l'hôpital central et lance les examens pour qu'on l'opère le lendemain. C'est là que le Pierre Fouda, le directeur de l'hôpital central, et Alain Etoundi, un directeur au ministère, s'interpose pour dire ne touchez pas, on va l'évacuer. Mon assistant est dans tous les états. Et c'est moi qui le calme. Il lui dit, est-ce qu'on cherche les malades? Calme-toi. Si on a dit qu'on va l'évacuer, tu laisses. Tu auras d'autres malades. Non, 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 c'est moi qui l'ai fait venir. Je dis, ben, attends. Écoute, on ne va pas se battre avec 2 directeurs pour ça. Et je lui donne l'ordre que ben, je ne veux plus attendre parler de ça. Et moi, je tiens mes équipes. Je les tiens parce que je les forme et parce que je les fais vivre. Je leur donne les malades, ils opèrent et les gens sont reconnaissants. Ils viennent leur dire merci en dehors de moi. Et c'est comme ça que vous sortez de ce dossier? C'est comme ça que je sors du dossier. Je revois le dossier une semaine après vendredi. Quand je viens à l'hôpital à 7 h comme d'habitude, j'apprends qu'on n'a pas dormi. Le réanimateur me dit que je n'ai pas dormi la nuit parce que
je devais relancer, elle a fait un arrêt cardiaque. Elle, c'est qui? Founi. Elle est encore ici. Ok. Alors que je leur avais averti, j'avais dit, quand je dis à mes assistants, je leur dis qu'il faut donc faire très vite. Parce que là où je la vois là, si nous on l'opère, la seule complication qu'on aura, c'est l'infection. Et cette infection osseuse, elle est tolérable parce qu'elle est locale. Et puis le risque est de 10%. Par contre, si vous la laissez au lit, elle va faire l'embolie pulmonaire. Ça ne va pas. L'affaire du matériel d'ostéosynthèse acheté et volé. Cette affaire qu'on a dit ici, quand vous l'avez bien, moi j'ai regardé l'émission, il n'a pas parlé de moi. Il disait les orthopédistes. Parce qu'il sait que je ne connais pas l'affaire là. Je ne connais pas. L'autre limogeage de l'hôpital central de Yaoundé. Je vous ai dit. On m'a limogé là, on ne m'a jamais nommé. La Société des chirurgiens orthopédiques et traumatologiques. Ok. Depuis que je ne suis pas en 2000, depuis 2016, moi je vous retourne. Vous avez entendu qu'ils ont fait un congrès. Vous n'avez pas vu mes congrès chaque année depuis 5 ans. Comme c'est moi qui étais l'empêcheur de tourner à rond, où sont-ils? Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce n'est même pas parce qu'ils sont incompétents. En réalité, ils ont été instrumentalisés. Vous savez que M. Soso est un hyper-recteur. Il avait le soutien du ministre Famendongo. Il a abusé de ce soutien-là. En fait, il a fait toutes les coalitions contre moi. Heureusement, et c'est pourquoi je salue aussi la justice camerounaise, et en particulier le tribunal administratif, qui s'est mis à dire le droit. Aujourd'hui, tout le monde sait la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que voulant arracher mes travaux et attraper la main dans le sac, incapable de reculer, mais face à ma fermeté, les Européens appellent ça péter les plombs. Et il est rentré dans un rouleau compresseur. Les fixateurs externes. Alors, les fixateurs externes, soyons clairs. Moi, je mets les fixateurs externes gratuitement à l'hôpital central, c'est ça qu'il faisait. Et j'ai un témoin. Le témoin est un ministre, Madame Abena. Allez lui demander. Pourquoi? Parce qu'à son époque, quand elle était directeur, elle a été directeur. Madame Abena, on doit. Oui! Elle a été... Promotion de la femme et la famille. Elle a été directeur à l'hôpital central pendant 3 mois. À l'époque, un collègue qui est devenu un ami parce qu'on a fait la paix, elle allait me dénoncer là-bas d'avoir vendu un fixateur ICR à 400 000. Hein, c'est un malade appelé Oumar Ngaloa. Je n'ai jamais oublié l'affaire. Ok. Oumar Ngaloa a accepté de jouer le jeu. Dénonciation calomnieuse. J'ai dit à la j'ai pris Oumar Ngaloa, j'ai mis dans ma voiture. Qui t'a donné l'argent? Il dit son frère est venu. J'ai dit que bon, on va aller chez ton frère. Son frère est où? Il dit qu'il est à Fougerolles. On est parti prendre son frère à Fougerolles. Son frère dit aussi que oui, il a donné 400 000. Ok. Qui t'a donné les 400 000? Parce qu'à Fougerolles, lui, il travaille à la casse. Tu ne peux pas avoir 400 000 à la casse. Il dit oui. C'est Aladji Bello qui m'a donné les 400 000. Aladji Bello est celui qui l'a envoyé faire la casse. Aladji Bello lui-même a une vente de pièces détachées à la petite mosquée, la briqueterie. Je prends le frère d'Oumar Ngalo, je mets dans la voiture. On va voir Aladji. On trouve Aladji à la sortie. À 13 h, il vient de sortir de la mosquée. Aladji, tu as donné combien au frère d'Oumar Ngalo pour donner à Oumar Ngalo? Aladji dit quoi? Oumar Ngalo et son frère se font dans l'excuse. Ils se mettent, comme les musulmans se mettent, dit à Aladji de prier Dieu de ne pas les maudire. Ils ont menti. Voilà comment Madame Abena me sort de cette affaire de que je vends les fixateurs externes. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai un témoin qui est ministre. Allez demander à Madame. Elle va dire, le confrère là, on est devenu amis entre temps. Hein? On a fait la paix parce qu'on peut pas faire les problèmes toute la vie. Mais j'avais démontré, et je vais vous dire pourquoi, d'où je les prends. J'ai pris les fixateurs externes chez les fournisseurs qui me respectent, qui comprennent le problème. Et ça aide à la formation. Les chirurgiens louent les fixateurs externes à l'hôpital, c'est vrai, mais je ne suis pas dans cette affaire. Professeur Baïbek, ouais. Il nous reste 3 minutes. Ouais. Je voudrais vous poser 2 questions en politique intérieure. On est sorti évidemment sans transition de ce dossier-là. La crise anglophone, quelle est votre expertise sur la question? Je dois d'abord dire à mes compatriotes anglophones
et ou à l'armée camerounaise qui souffre beaucoup dans cette affaire parce qu'on voit les cas de deux niveaux. Hier encore, le ministre de l'armée a dénoncé une maltraitance militaire. Moi, mes sincères collègues, dit que cette affaire me touche beaucoup. Elle me va droit au cœur. En tant que Camerounais, en tant que UP6, et je pense l'affaire s'est tellement aggravée que moi, j'en appelle simplement à la sagesse du président pour résoudre le problème. Mais je leur fais observer quand même que nous, à l'UPC, on est entré en rébellion armée, en lutte violente 2 fois dans l'histoire, clairement. Une fois, c'est exactement le 18 décembre 1956. Et l'autre fois, c'était en 1966. Qu'est-ce qui se passe en 1956? Le 13 juillet 1956, on interdit l'UPC, l'UDFEC et la JDC. On entre dans le maquis, mais c'est un maquis non violent. On n'a pas encore tué les gens, on n'a pas encore saboté. Jusqu'en décembre. Lorsqu'on entend, en décembre, on entre pourquoi? Dans la violence. On entre dans la violence parce que de faire envoyer sa loi cadre et on doit voter la loi cadre, c'est-à-dire la suppression définitive, injustifiée de la liberté politique. Et en 1966, remarquez que c'est l'année où on interdit tous les partis politiques contre l'UNC, qui est le parti unique. Là également, c'est la suppression définitive, injustifiée de... Donc, pour nous, UP6, la seule raison d'entrer dans la lutte violente par rapport à la lutte républicaine qui est non violente, c'est la suppression injustifiée et définitive de la liberté. Tant qu'on est dans un pays où il n'y a plus la liberté de presse... Donc vous condamnez la prise d'armes? On condamne la prise d'armes. C'est clair. Deuxième question. Elle est trop coûteuse. Deuxième question. Ouais. En politique intérieure, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Il y a une floraison de candidatures individuelles. Que pour l'opposition dans cette élection particulièrement, je dis de la présidentielle, je ne parle pas des autres, ou de façon générale, comment vous apercevez, comment vous entrevoyez cette élection-là? Non, les Camerounais doivent comprendre que pour avoir une démocratie équilibrée et apaisée, ce n'est pas une seule élection qui compte. Il y a plusieurs pouvoirs. Les sénatoriales comptent, les législatives comptent, les maires comptent, les présidentielles comptent. Supposons, hypothèse mathématique, vous élisez un mauvais président, mais vous avez un bon parlement. Le bon parlement va diminuer les effets du mauvais président. Donc vous encouragez l'opposition à aller massivement aux législatives et d'y mettre presque autant de batteries? Oui. Jean Baïbec, merci. Merci, monsieur Dipita. Bon retour. Je veux bien vous dire bon courage, mais comme je ne veux pas prendre parti, je vous souhaite simplement de poursuivre votre combat, et visiblement dans la sincérité comme vous le faites. Bonsoir et bon retour à Yaoundé. Alors, madame, monsieur, bonsoir. Et vous l'avez compris, nous avons réalisé ce droit de réponse parce qu'en toute chose, il faut le dire, STV ne prend parti pour comme protagoniste, c'est clair. Notre démarche dans cette affaire, comme dans les autres sujets que nous traitons, est de toujours donner la parole aux divers courants qui s'expriment afin que d'elle-même la vérité puisse jaillir pour vous, nos précieux téléspectateurs, et vous, en toute honnêteté, sincérité, vous saurez en tirer les leçons. Nous espérons d'ailleurs que ce soir, chacun a été édifié. À chacun de faire son jugement. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'entretien avec.